Bien souvent, la transformation d'un lieu affecte les espèces, car elles dépendent strictement de certaines conditions pour avoir un cycle de vie normal. Je suis conscient que l'humanité a aussi des besoins et requiert des espaces pour non seulement se développer, mais aussi pour obtenir sa subsistance. Plus la population augmente, plus la production et donc l'espace nécessaire sont importants. Mais en même temps l'équilibre avec les espèces est rompu, ce qui les menace, surtout celles aux exigences d'habitat très strictes. Un exemple actuel en est l'alligator de Chine. Ces spécimens se trouvent exclusivement en Chine, près du fleuve Yangtze, situé sur la portion côtière donnant sur l'océan Pacifique. Des archives datant du IIIe siècle indiquent que cette espèce était probablement largement distribuée dans d'autres régions de Chine, voire jusqu'en Corée. Mais aujourd'hui, elle est restreinte à cette zone, caractérisée par des régions marécageuses et humides, avec divers étangs, ruisseaux, rivières et lacs d'eau douce, sous un climat subtropical à tempéré, où vit ce reptile. Il appartient au genre alligator, qui signifie vrai crocodile, et ne comprend que deux espèces, celui-ci et l'alligator d'Amérique. Ce sont des crocodiliens qui semblent de taille modeste, mais en réalité, de la tête à la queue, ils mesurent de 1,40 m à 1,50 m, bien que certains spécimens atteignent 2 mètres, pour un poids de 35 à 40 kg. Leur couleur est grise avec des tons jaunes, marqués de taches noires prononcées surtout sous la mâchoire, tandis que le ventre est un peu plus clair. Ils ont des ostéodermes, des durcissements dans leurs écailles qui les recouvrent comme une armure sur les parties supérieures et inférieures du corps. Leur tête est large, mais comparée au museau d'autres crocodiliens, ils en ont un plus aplati et donc moins prononcé, avec 4 canines sur le maxillaire, contrairement à d'autres qui les ont sur la mandibule, et quand ils ferment la gueule, ces dents ne sont pas exposées. De plus, la paupière inférieure a une plaque dermique protégeant les yeux. Leurs membres sont courts, chacun doté de 5 doigts partiellement palmés et pourvus de griffes. Le dimorphisme sexuel est très compliqué, car souvent basé sur la taille, les mâles étant plus grands, ce qui rend le sexage difficile, les cas où la différence est nettement visible étant rares. Ce sont des animaux solitaires et ectothermes, dont les pics d'activité dépendent du climat. Ils créent des terriers pour se cacher la majeure partie de l'année. Ceux-ci peuvent abriter plusieurs congénères qui ne s'agressent pas mais n'interagissent pas au-delà du fait d'être au même endroit, semblant s'ignorer. Ces terriers peuvent être utilisés toute l'année, mais surtout en hiver à cause des températures. En saison plus chaude, on les voit sur les berges ou sur des structures comme des roches, prenant le soleil pour élever leur température corporelle. Une fois celle-ci normale, ils nagent en surface car ils doivent respirer souvent et la température y est plus élevée. Ils peuvent être actifs de jour comme de nuit. S'ils ont trop chaud, ils se placent à l'ombre pour se rafraîchir. Ils communiquent par des vocalisations puissantes et spécifiques, ce qui leur permet de localiser d'autres individus, surtout en période de reproduction. Ils utilisent aussi une communication corporelle pour indiquer divers événements, comme frapper l'eau de leur mâchoire en guise d'avertissement. La communication tactile est importante, notamment lors de la parade. Ce sont des prédateurs qui chassent et consomment d'autres animaux, la taille des proies dépendant de la leur. Les jeunes chassent des animaux de taille similaire, les adultes peuvent s'attaquer à des petites ou des proies proportionnelles. Ils recherchent normalement des poissons ou des insectes, mais aussi des mollusques, des mammifères et même d'autres reptiles comme des tortues ou des congénères, selon la disponibilité, étant des chasseurs opportunistes qui utilisent l'embuscade. Leur reproduction a lieu chaque année en juin, un mois après la saison des pluies. Les deux sexes commencent à émettre des mugissements pour se trouver et produisent une odeur via une glande sous la mâchoire. Polygynes, les mâles localisent une femelle et font vibrer leur corps pour perturber l'eau par des ondes. Si la femelle est réceptive, elle se frottera à lui et la copulation aura lieu. Un mois plus tard, en juillet, la femelle creuse un nid où elle pondra sa progéniture, formant un monticule jusqu'à 1 mètre de haut, contenant 10 à 40 œufs. Le sexe des petits dépend de la température d'incubation, qui dure 70 jours. Les petits naissent en septembre. Pendant toute cette période, la mère surveille le nid avec agressivité, attaquant à la moindre provocation, surtout si on s'approche. À l'éclosion, les petits produisent des sons indiquant à la mère l'événement. Elle retire alors les couches du nid pour les découvrir et les porte à l'eau en les tenant dans sa gueule. Ils passent leur premier hiver avec elle, se nourrissant seuls dès la naissance. Au printemps, ils deviennent indépendants, sans la mère. Ils grandissent pendant 5 ans, assez rapidement, et atteignent la maturité sexuelle entre 5 et 7 ans. Leur espérance de vie à l'état sauvage est de 37 à 50 ans,
ils sont plutôt longs. Adultes, leur seul prédateur est l'homme, mais les bébés et juvéniles font face à de nombreux prédateurs, reptiles, oiseaux, poissons, mammifères, profitant de leur petite taille. En captivité, ils peuvent vivre jusqu'à 70 ans. Ils sont considérés comme faciles à manipuler. Cela ne signifie pas qu'ils soient dociles, mais simplement qu'ils tolèrent mieux la manipulation. Cet animal est classé en danger critique d'extinction. Sa principale menace est la perte d'habitat, transformée en rizière. Ils ne sont pas chassés pour leur peau car leurs ostéodermes la rendent inutilisable. Les attaques sur les humains sont rares, n'intervenant que s'ils sont provoqués, et peuvent alors être mortels. On estime qu'il reste environ 150 individus à l'état sauvage, le problème principal étant l'étendue limitée et modifiée de leur habitat. Comme mesure, il faudrait chercher à ce que la production n'interfère pas avec l'écosystème, par exemple en modifiant les cultures pour éviter un conflit mutuel. Des lois les protègent, des réserves écologiques ont été créées, et surtout il existe une population captive dans divers zoos à travers le monde, où ils se reproduisent avec succès. Cela permet une gestion génétique et évite un goulot d'étranglement, et en cas de pénurie d'un sexe, la population peut être augmentée par contrôle de la température. Leur rôle dans l'écosystème est celui de prédateurs, mais leur rareté rend cet impact minime. Ils ne sont pas très connus, beaucoup les voyant comme un crocodile ordinaire, les espèces géantes étant plus impressionnantes. Pourtant, ils attirent le tourisme et les zoos, et leur tempérament permet de mieux les étudier et d'extrapoler les connaissances à d'autres espèces plus difficiles à gérer. Un animal qui ressemble à un jeune crocodile, même adulte, peu connu, plus docile que d'autres, cela ne signifie pas qu'il ne puisse pas tuer. Dont peu savent qu'en Chine se trouve peut-être le crocodilien le plus menacé. Voilà l'alligator de Chine. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime. Si vous connaissez quelqu'un que cela pourrait intéresser, partagez-la sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si une question vous vient, si vous avez une suggestion ou souhaitez simplement commenter, n'hésitez pas à le faire dans la section des commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.